Partout sur les plateaux de Lozère, ils gambadent, bêlent et animent les causses de leurs cabrioles. Les moutons des Cévennes sont connus pour leur fromage. Ce n'est pourtant pas là la raison de leur présence. Aujourd'hui, les brebis sont plutôt élevées pour le lait ou pour la viande, mais il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, la laine était vraiment la production principale de la région. Le travail et le négoce de la laine ont vraiment forgé le pays. Une histoire tissée pendant des siècles par une population longtemps restée plus pauvre qu'ailleurs, mais dont le savoir-faire allait pourtant générer des richesses et s'exporter dans le monde entier en donnant naissance au premier jean, en partie composé de laine. Le fil aurait pu se rompre, cisaillé sur l'autel d'une mondialisation triomphante reléguant les Cévennes dans les oubliettes industrielles. C'était sans compter sur des artisans locaux passionnés, bien décidés à repriser le canevas de cette histoire. Mon arrière-grand-père, quand il confectionnait des vêtements pour les ouvriers du chemin de fer à la fin du 19e siècle, il achetait sa toile à Nîmes, à quelques pas de là. Et cette toile a été constituée de quoi? De la laine des Grands Cosses, ici. En fait, c'est terriblement moderne, cette laine. Sur les hauteurs du Cosméjean, elles font courir les hommes depuis au moins 4000 ans. Bianco, Bianco. Viens ici, viens. Les brebis, c'est comme nous les humains. Plus on marche, plus on fait de l'activité physique, et bien, plus on est en forme. Ça favorise la circulation sanguine. L'animal est automatiquement en meilleure santé. Donc, je pense que ça doit s'y connaître au niveau de la toison. Elle passe 7 mois de l'année à l'extérieur. Du coup, ça stimule un peu la pousse de la laine, notamment à la fin de l'automne et début de l'hiver. Viens ici, viens. Titou. Le berger cévenol et son mouton, une symbiose forgée par l'âpreté d'une terre calcaire, tantôt brûlée par la chaleur, tantôt balayée par les vents froids. Pour les premiers hommes devant se vêtir dans un tel climat, l'animal est un partenaire vital. Ça a toujours été un pays pauvre, le Cosméjean. Donc la moindre ressource qui peut être exploitée doit être exploitée. C'est un territoire où on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de l'élevage. Ici, on est dans une parcelle de 400 hectares. Donc elles ont la ressource à leur disposition. Suivant les vents, suivant les températures, elles changent de versant. Elles vont là où l'herbe leur est la plus appétante. Car sur ce sol pousse un trésor, la fétuque, l'espèce végétale ayant colonisé les causses. Les éleveurs comprennent vite que cette herbe favorise plus que d'autres la pousse de la toison ovine. Pour qu'elles aient de la belle laine, il faut aussi les tondre régulièrement. Nous, on les tond 1 fois par an, au mois de juin. Du coup, ça permet de repartir avec une laine jeune, propre, et qui va pousser pendant 1 an pour qu'à l'année suivante, on ait une belle longueur de 3-4 cm. Viens ici, viens. Il y a largement plus de brebis que d'hommes, c'est pas une légende, et c'est les brebis les reines sur le Cos. C'est un or qu'on a entre les mains, il faut savoir en prendre soin. Ce lien indéfectible entre l'homme et l'animal façonne ainsi durant des siècles ces steppes désolées du Cosméjean. Une plaine hostile l'hiver venu, forçant les troupeaux à redescendre dans les vallées par des chemins de transhumance inchangés depuis des millénaires. La laine et le mouton, c'est vraiment le trait d'union entre la montagne et la plaine, ce qu'on appelle nous le Pays bas, c'est-à-dire la plaine languedocienne. Nous sommes donc sur les flancs du Cos qui accueille le Camiférat, ce qu'on appelle le chemin pavé, qui était en fait une grande voie de transhumance et de commerce qui reliait la plaine du Languedoc aux montagnes du Massif central. Et les moutons, au printemps et à l'automne, les moutons transhumants empruntaient ce chemin par milliers. Le long de ces chemins se développe toute une économie de la laine, reliant les fermes cosnardes disséminées sur les plateaux au fond de la vallée. La laine donc, était produite bien sûr par les paysans. Une fois que la tonte était faite, les toisons étaient descendues du plateau dans les vallées pour être lavées,
parce que sur le Causse, il n'y a pas d'eau. Et ensuite, il y avait des métiers à tisser dans les fermes. Et l'hiver, pendant que le temps ne permettait pas aux hommes de travailler en extérieur, ils tissaient du drap de laine, du kadi, chez eux à domicile. Alors le kadi, c'est une toile sergée, c'est-à-dire tissée en travers et qui est assez épaisse, qui est une toile solide. Alors il y a différentes catégories. Il y a le kadi tout simple qu'on appelle le burat, qui rappelle la bure des moines. Et puis après, il y a des kadis beaucoup plus fins qui servent à faire des capotes de soldats, qui servent à faire aussi des capes de berger. Une toile bien aussi réputée que de plus en plus de travailleurs affluent dans les vallées. Afin de valoriser la laine, ils s'installent dans des villages comme Merueis. Donc Merueis, au-dessus duquel nous nous trouvons, est devenu à partir du Moyen-Âge un centre lainier important. On y travaillait la laine, il y avait des tisserands, il y avait des cardeurs, donc il y a eu des cadisseries qui fabriquaient du drap de laine. Et la vente de ce caddie procurait un revenu complémentaire important qui permettait à la famille d'avoir de l'argent disponible. Bientôt, des marchands drapiers jettent leurs dévolus sur ce territoire du Gévaudan. Ils commandent directement aux paysans de la région leur production et la vendent sur les foires de toute l'Occitanie. À partir du XVIIe siècle, les négociants achetaient la laine brute, la faisaient filer et la redonnaient ensuite dans les familles et on filait. Et là, on payait à la pièce. Les familles étaient payées à l'aune de drap qu'ils produisaient ou à la quantité de fil qui était produite. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette bascule entre une économie vraiment familiale, un peu autarcique, vers une économie de négoce. Se met alors en place une société à deux vitesses. Tandis que sur les plateaux, les choses changent peu, les négociants investissent dans la pierre et permettent au bourg de s'étoffer. Un village de 1000 habitants, on a une douzaine d'hôtels particuliers qui sont tous édifiés grâce aux revenus du négoce de la laine. Mais les maisons plus modestes aussi. Vraiment, le pays est complètement imprégné par cette industrie lainière. Cette séparation entre ce monde d'en bas et celui plus modeste du haut des Causses s'accentue encore quand pointe la révolution industrielle. La Lozère se découvre alors dotée d'une force nouvelle, la puissance hydraulique. Comme à Langogne, au nord du département. La Lozère, vous savez que ça a failli s'appeler le département des sources. Donc en Lozère, il y a 2880 km de cours d'eau. On sait qu'à Langogne, par exemple, seulement le long du Langouyrou, la rivière qui est là, il y avait une douzaine de moulins. L'eau qui descend de la forêt d'à côté est en partie dirigée vers un canal qui aboutit dans la rue des Calcaires qui permettait d'entraîner la roue du moulin. Dès 1828, celui-ci ne sert plus seulement à moudre le grain des meuniers, mais aussi à mouvoir les machines de la filature de laine installées là. Dont la mule Jenny, une merveille technologique venue d'Angleterre et permettant de filer 12 fois plus de laine qu'un métier traditionnel. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était des femmes qui faisaient fonctionner la mule Jenny. La mule Jenny qui réclame une certaine force physique. Et on sait qu'on employait parfois des enfants pour réparer les fils sous les machines. Vous savez qu'il a fallu attendre 1848 pour qu'en France, il y ait une loi qui interdise aux enfants de moins de 8 ans de travailler. Donc on disait que quand il y avait une inspection du travail, les enfants qui étaient chargés de réparer les fils sous le tablier de la mule Jenny pouvaient se cacher sous les jupes des femmes qui travaillaient là. Dans les filatures, la vie est rude. On s'échine à filer parfois plus de 12 heures par jour, la machine ne se taisant que le dimanche. On estime qu'une fileuse, elle gagnait de quoi s'acheter 1 kilo de pain par jour. Je pense qu'une ouvrière de la filature devait gagner un peu plus. Mais ce n'est pas des salaires qui permettaient de vivre. Sans compter que le travail pouvait être intermittent. Si l'été, il manquait de l'eau, la filature arrêtait de tourner et les gens n'étaient pas payés. Alors que des centaines de personnes vivaient du travail de la laine avant la mule Jenny, son arrivée contraint un grand nombre à trouver d'autres sources de revenus. Les femmes, notamment, se tournant vers les activités de la dentelle. La mécanisation tend les rapports sociaux dans les vallées.
Cette mule génie, avec 120 broches, remplace le travail de 120 fileuses à la main. Vous comprenez pourquoi, quand cette machine a été inventée, en Écosse, les femmes cassaient les machines. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la mécanisation du travail textile a représenté une perte d'emploi pour le pays. La révolution industrielle n'a pas profité vraiment aux gens dans la mesure où l'économie a été transférée à quelques propriétaires de filature et à des marchands de l'extérieur, et les gens ne se sont pas enrichis du travail de la laine. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'activité lainière se tarit. Elle sert pourtant pendant longtemps à la composition de la fameuse toile de Nîmes, celle-là même adoptée par un certain Lévi-Strauss pour ses pantalons en jean. Mais l'arrivée du coton, puis la délocalisation, ont raison du précieux fil du Gévaudan. C'est justement sur cette histoire que certains ont décidé de s'appuyer pour ressusciter l'activité à Florac-Trois-Rivières, au cœur du parc naturel des Cévennes. Aujourd'hui, quand on parle de la laine, évidemment, on a l'impression de réactiver une momie endormie depuis des siècles. Mais en fait, c'est pas si vieux que ça. Quand on a commencé même à ne serait-ce qu'à réfléchir cette histoire de laine, qu'on s'est dit qu'avec toute notre bonne volonté, on allait intégrer de la laine dans une toile de jean, enfin, évidemment que c'était un pari fou. Là, on a été confronté à ce regard un peu « Ouh là là, la laine, ce truc de vieux ». C'est encore un truc, comme on dit par chez nous, d'imaginaire, de rêveur. Le Lozérien convainc alors une poignée d'éleveurs de lui confier leur laine pour la fabrication de ses vêtements. Là, on est en train de faire la découpe voilà, d'une série de 330 jeans. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur sur ce type de découpe. On n'a pas des grandes quantités de laine, parce que tout est fait localement, donc c'est pas non plus la grosse industrie qui nous permet d'avoir beaucoup de volume. Et en fait, petit à petit, on s'est accompagné de tisseurs, de filateurs, de tondeurs, d'experts de la laine. Et surtout, en fait, commercialement, on a prouvé qu'il y avait une clientèle pour ça. Ancrer la production dans le territoire, comme pour retisser le fil d'une histoire un temps détricoté par la mondialisation. Je pense qu'on est un petit peu passé pour des utopistes il y a quelques années. Aujourd'hui, ce rêve-là, chaque jour qui passe, semble être un petit peu plus une nécessité. Cette laine territoriale, est-ce que ce n'est pas une géniale réponse pour dans quelques années, quelques décennies? Est-ce qu'encore pendant longtemps, on pourra se permettre de faire venir du coton de l'autre bout de la planète? La réponse, c'est non. Donc on trouve des ressources complémentaires. Cette ressource, c'est la laine ici.